Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, mercredi 26 octobre. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Sud Radio. Nous allons commenter l'actualité en direct. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300. À 10h, on sera avec Francis Perrin qui cartonne dans Mongeville sur C8. Et puis, vous retrouverez évidemment Jean-Jacques Bourdin à 10h30. Parlons vrai sur l'antenne de Sud Radio avec aujourd'hui Sophie de Menton. Bonjour Sophie, bonjour. Chef d'entreprise, présidente du mouvement patronal éthique. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, éditorialiste politique sur Sud Radio tous les mercredis matins. Et oui, ça tombe bien, vous prolongez le plaisir de la matinée. Jean-Philippe Dugoin-Clément, bonjour. Vous êtes maire UDI de Mennecy et vous êtes vice-président de la région Île-de-France. Et nous attendons Nicolas Corato, qui ne devrait pas tarder à arriver, président fondateur du think tank Place de la République. Ce matin, les bus sont en vacances aussi, figurez-vous. Non, mais je sais ça pas. Change pas, qu'ils soient en vacances ou pas, ça fait le même résultat. Non, mais j'ai une amie qui travaille à TF1 pour tout vous dire. Elle me dit le bus ce matin c'est du délire, 24 minutes pour le premier bus et 25 minutes pour le deuxième. Voilà, c'est les vacances pour les chauffeurs de bus. Oui, on manque de chauffeurs, c'est ça. On manque de chauffeurs, je signale. Puis il n'y a toujours pas d'essence à Paris, je le dis. Et dans d'autres régions, on n'en parle plus, les journaux n'en parlent plus, la télévision n'en parle plus, on est passé à autre chose. Vrai, Sauf que la plupart des stations-service Paris Intramuros. Enfin, on va quand même mieux depuis qu'on n'en parle plus. Hein. Bah, on va sûrement mieux, mais je signale qu'il n'y en a toujours plus. Je pense qu'il y a d'autres régions en France qui souffrent de cela, donc ce n'est pas fini. Alors, on va parler de la chasse. Le gouvernement ne s'interdit rien. Interdiction peut-être de la chasse le dimanche après-midi. Et puis la tentation de se faire justice soi-même. 3 affaires, Roanne, Nantes, Lemay-sur-Seine, avec cette question sur la justice. Et on en débattra avec vous, évidemment, dans un instant. On commence avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. On va commencer avec vous, Sophie, histoire de mettre tout le monde de bonne humeur. Vous êtes toujours dans des choses un peu iconoclastes. C'est peut-être un peu iconoclaste, mais je trouve qu'il y a une justice de classe qui finit par être très pénible, et je pense au Balkany. Sur la justice de classe, parce que Nicolas Corato qui vient d'arriver est content. Bonjour Nicolas. J'ai l'impression d'avoir changé de radio, d'avoir changé de Sophie de Menton, pardon. Et cette justice de classe, c'est que là, on flingue des riches à bout portant. Alors, moi, ils ont commis un délit. Vous m'avez toujours dit de ne pas couper la parole. Oui, pardon. Allez-y. Et donc, je dis qu'ils sont coupables. Ils sont coupables. Non, c'est pas énorme. Ils sont coupables. Ils ont été, disons-le quand même, idolâtrés par leurs électeurs. Peu importe, ils ont pris du fric de façon tout à fait inappropriée, etc. Mais c'est un couple quand même âgé, qui est juste en train de mourir, et ce à quoi on les condamne, c'est finalement mais quasi la peine de mort. Elle s'est suicidée 2 fois, elle était à l'hôpital, elle n'arrive pas à se présenter. Non mais, je vous vois lever les yeux au ciel. Moi je suis désolée, il y a un moment, si c'était, je sais pas... Ne dites pas, si c'était d'autres gens... Si c'était d'autres gens... on dirait que c'est un acharnement épouvantable, etc. Mais... Il a quand même on l'a retiré de l'hôpital de justesse pour l'opérer d'un infarctus de l'intestin. Je ne sais pas que ça existait d'ailleurs. Et il est retourné en prison. Là, c'est extraordinaire parce que c'est vrai, ils vivent dans un moulin. Ils étaient avec des bracelets électroniques, mais ils avaient été trop loin avec son bracelet électronique, ce qui évidemment, il a dû narguer bêtement, je ne sais pas qui, mais bon, enfin, il a quand même pas dépassé 20 mètres de la propriété avec son bracelet électronique. Vous n'en savez rien. Non, j'en sais rien. Ouais. Enfin, dépasser un peu les limites avec... Donc vous dites qu'on devrait avoir de la compassion pour des gens qui ont pas loin de 80 ans. En plus, oui, franchement, ça suffit. Voilà, maintenant, alors leur moulin, ils l'avaient donné à leurs enfants, soit. Mais l'État veut avoir l'usufruit. L'État veut l'usufruit du moulin pour qu'ils aillent vivre ailleurs jusqu'à ce qu'ils meurent. C'est sordide. C'est sordide. La justice, alors, j'aimerais savoir ce que fait la justice pendant ce temps-là, parce qu'il y a des gens qui commettent on appelle ça des incivilités quand ils assomment de vieilles dames. On les met au commissariat, on les lâche tout de suite. Il y a une justice. Ça fait un moment, Sophie, ça fait un moment qu'ils sont dans l'œil de la justice. Je ne veux pas la mort de Balkany. Oui, voilà. Mais... Alors on veut la mort de Balkany. Moi, ça me choque terriblement que des personnes. Il a perdu 40 kilos. Elle a 2 tentatives de suicide à l'hôpital. Il faut aller jusqu'où? Je ne sais pas, vous n'êtes pas émus les uns et les autres par le sort des Balkany. C'est la justice, ça fait des procès. C'est pas de la justice, c'est de l'injustice. Bon.
C'est la justice, mais c'est vrai qu'à un moment, on dit, bon, il est allé en prison. Ils sont âgés et fatigués, et ils ont été condamnés. Après, dans le cadre de la procédure, s'il faut saisir les biens pour rembourser ce qu'ils ont à payer, c'est la procédure. Il n'y a pas d'acharnement. Non, le fils veut prendre 1 million d'euros parce qu'ils sont déplacés et que ça coûtait cher en voyage, en plus. Que le fils veut se rembourser des voyages pour l'enquête. On éclate de rire, quand même. Le fisc, pas le fils. Le fisc, oui. Mais ils ont effectivement 74 et 75 ans. Et Patrick Balkany le dit, on est en mauvaise santé, on est dans notre maison dont on a l'usufruit avec nos 3 chiens et nos chats. On n'a plus d'autres perspectives. Oui, bon, je reviens pas sur les propos de Sophie de Menton. Je pense simplement que c'est toujours intéressant de voir à quel moment on s'intéresse aux conditions de détention dans ce pays. Et aux conditions plus ou moins dignes de détention. Et je regrette parfois que ce soit à l'occasion de mise en cause de col blanc qu'on en arrive effectivement à regarder ce qui se passe à l'intérieur des prisons. C'est une honte ce qui se passe dans les prisons. Mais elle n'a pas parlé de l'intérieur des prisons, elle a parlé de la condamnation. Les époux Balkany ont eu la chance d'avoir plusieurs aménagements de peine. Ils se sont plus ou moins bien comportés d'ailleurs au regard de leurs engagements, et c'est peut-être pour ça qu'il y est retourné à un moment. Mais ce qu'il faut considérer, c'est que des détenus, je parle de détenus, je parle pas de gens, des détenus âgés, je suis d'accord. Des détenus très âgés, très malades, il y en a plein nos prisons, qui ont des problèmes pour accéder aux soins, des problèmes pour accéder aux droits, et qui n'ont peut-être pas la surface médiatique des époux Balkany. Plus il y a de médiatique, plus on le condamne. Mais la dignité est valable pour tout le monde, pour les époux Balkany, comme pour toutes ces centaines de détenus dont on ne parle malheureusement jamais. Et si vous permettez, je voudrais ajouter juste une chose, c'est qu'il y a un autre scandale par rapport aux prisons, c'est qu'il n'y a pas de prison psychiatrique. Et qu'actuellement, il y a des hôpitaux psychiatriques qui sont assimilables à des prisons dans les conditions de détention. Et Rachida Dati me disait que quand elle était garde des Sceaux, Nicolas Sarkozy avait signé pour qu'on construise des prisons, hôpitaux, mais des vraies prisons psychiatriques, parce que c'était pas possible de mettre indéfiniment des malades dans les prisons, et qu'il y en a un qui a été construit, et que ça a été arrêté par François Hollande. Et je trouve également que, là il y a juste un point, c'est que la continuité de l'État, lorsqu'il y a des projets de ce type, c'est navrant qu'elle n'existe pas. Jean-Philippe Dugoin-Clément, un coup de gueule? Oui, sur le coût de l'énergie. Et le coût de l'énergie pour tout le monde, mais en l'espèce particulièrement pour les collectivités. On paye aujourd'hui 20 années d'acurie, d'absence de politique énergétique. On mesure à l'aune de la crise en Ukraine la dépendance qui est la nôtre, les conséquences de l'indexation du coût de l'électricité sur le gaz. Et le gouvernement nous dit, on met un plafond, un bouclier tarifaire à plus 15%. Le problème de ce bouclier, c'est qu'il ne concerne que les particuliers, et les particuliers raccordés au droit commun. Et les entreprises n'étaient pas concernées, elles commencent à l'être, mais dans des conditions qui sont encore totalement floues et abscons. Je voyais ce matin les agriculteurs, dont certains pensent qu'ils vont couper les serres cet hiver, avec des effets extrêmement lourds. Les collectivités ne sont absolument pas concernées. On a aujourd'hui des mairies qui arrivent au terme de leur contrat. C'est le cas sur ma commune, on va doubler le tarif de l'électricité au 1er janvier prochain. On est en cours de renouvellement, ce sera peut-être plus 90, plus 110%, mais on va être sur cet ordre d'idée-là. Sur le gaz, c'est pire. Les collectivités dont les contrats arrivent à terme aujourd'hui, c'est x6, x7. Et on risque de se retrouver en 2023-2024, au fur et à mesure que les contrats d'énergie arrivent à terme, sur des collectivités qui sont en état de quasi-faillite. D'autant plus que comme il n'y a plus la taxe d'habitation, il n'y a plus le levier fiscal. Et il va vous rester en fait 3 leviers. La taxe foncière, mais c'est faire peser sur une partie de la population le manque à gagner. C'est couper des services publics ou facturer des services publics plus proches du coût réel, mais c'est les rendre inaccessibles. Et quand on parle de cette situation des collectivités qui ne vont plus boucler leur budget, au fond, c'est la facture des habitants. Alors, on est nombreux à avoir proposé, à avoir demandé au gouvernement, non pas de faire une gratuité aux collectivités, mais puisqu'on met plus 15% sur les tarifs réglementés pour les particuliers, qu'on met en place des boucliers pour les entreprises, qu'on le fasse aussi pour les collectivités. Pas ce qui a été fait, on nous a dit qu'il y avait un filet de sécurité, en fait, qui ne concerne quasiment personne qui est mis en place. Mais qu'il y ait une hausse modérée qui soit mise en place, parce que sinon on va se retrouver à couper complètement des services. Et puis ça pose aussi la question sur laquelle on ne s'interroge jamais dans ce pays, qui est la différenciation des territoires. Tous les systèmes d'aide qui sont mis en place sont mis de manière totalement uniforme, qu'on soit à Lille ou qu'on soit à Marseille, qu'on soit à Strasbourg ou
qu'on soit à Bordeaux. Et la réalité de la facture énergétique, du coût énergétique pour les particuliers, pour les entreprises, pour les collectivités, elle n'est pas la même en fonction des régions. Et moi, j'ai l'impression que sur ce sujet, on est, vous savez, comme depuis la Covid. On se rend compte depuis la Covid, depuis 2 ans, l'État court après, n'a plus de capacité d'anticipation. Alors, comme la structure française, l'État français est solide, on arrive à récupérer les choses, mais avec un temps de retard en permanence. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui sur l'énergie. On paye une absence d'anticipation et une absence d'adaptation. Moi, je suis extrêmement inquiet pour l'année prochaine. On n'a plus non mais franchement, je comprends ce que vous dites et j'adhère. On n'a plus un centime. Il va falloir arrêter. Attendez, on n'en trouve pas de l'argent. Sophie, oui, on les pique aux autres. Sophie, nous avons demandé, notamment à l'UDI, mais nous ne sommes pas les seuls, d'avoir une taxe sur les super profits. Aujourd'hui, c'est ce que je dis. Oui, aujourd'hui, sur la question énergétique, il y a des profits absolument colossaux qui sont faits par les énergéticiens, tant mieux pour eux. Il n'y a pas de fixation du prix. L'État n'a pas décidé de fixer le prix. On commence à se poser la question au niveau européen de fixer les prix, de les plafonner et d'aller sur ce type de surtaxation par rapport à des profits où il y a des effets de bord totalement indus qui sont faits. Tant mieux pour ces entreprises-là. Vous parlez uniquement des boîtes d'énergie. Je parle des énergéticiens. Je parle des énergéticiens où on a depuis le début de l'année un effet d'aubaine qui est fait, il y a un effet de spéculation qui est fait et la réalité c'est que c'est monsieur et madame tout le monde qui se retrouvent à ne plus pouvoir vivre et je pense que sur ce sujet-là, sans être totalement révolutionnaire, enfin c'est pas le cas de ma famille politique, on doit aller sur ce type de procédé parce que la réalité c'est que vous avez des gens qui ne vont plus se chauffer, vous avez des gens qui ne pourront plus payer leurs factures, vous avez des gens qui ne pourront plus payer la cantine, vous allez avoir des mairies qui vont fermer des places de crèche parce que c'est ce qu'on va avoir. Stop, n'anticipe pas. 9h15 sur Sud Radio, on se retrouve dans un instant, à tout de suite. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Nous débattons, nous commentons l'actualité sur Sud Radio avec Sophie de Menton, Alexis Poulain, Jean-Philippe Dugouin-Clément et Nicolas Corato. Alexis, c'est un coup de gueule. Oui, enfin c'est une question. Je n'arrive plus à suivre Emmanuel Macron. Je ne sais pas où il est, je ne sais pas de quoi il parle. Il va encore parler ce soir sur France 2. Alors c'est la suite de l'émission qu'il a fait. Il était avec le pape, il a tutoyé le pape il n'y a pas longtemps. Ensuite il essaie de rabibocher la relation franco-allemande. Il est sur tous les fronts et il est nulle part. Et c'est... j'ai jamais vu en fait une parole aussi prolixe et finalement aussi peu compréhensible que celle de ce président-là. On a l'impression que c'est une improvisation permanente et qu'il faut exister à tout prix dans les médias, alors qu'on demande un peu de clarté. Vous en parliez à l'instant, sur cette façon de gouverner, c'est prévoir, cette façon de toujours être d'un temps de retard sur ce qui se passe. Et là, je vois pas quel est l'intérêt d'avoir encore une allocution à nouveau. Alors peut-être pour parler de 49.3, de la réforme des retraites, etc. Mais j'arrive pas en fait à saisir l'action, la substantifique action de Jupiter. Et je pense ne pas être le seul en fait à être paumé. On va voir ce soir ce qu'il va dire, on va pas anticiper, mais c'est vrai qu'il a parlé la semaine dernière déjà sur France 2 pendant 1 heure. Ce soir, il est censé parler de politique intérieure, puisque c'était l'étranger en premier. Nicolas Corato, ça fait quelques années qu'on a du mal à suivre ce président qui a du mal lui-même à trouver les mots pour parler au pays. C'est vrai qu'il a du mal à trouver un format et à trouver les bons termes pour s'exprimer vis-à-vis des citoyens. Après, les circonstances sont quand même particulièrement difficiles et on peut comprendre son besoin de s'exprimer, de faire de la pédagogie et peut-être de nous expliquer effectivement, non pas là où il va, parce que ça nous intéresse assez peu, mais où est-ce qu'il nous emmène et où est-ce qu'il nous entraîne. Et c'est ça le sujet. Le sujet, c'est qu'effectivement, on a du mal à voir les 6 prochains mois. Mais la difficulté, peut-être la crainte ou l'inquiétude qu'on peut avoir, c'est que lui aussi peut avoir du mal à voir ce qui vient dans les 6 prochains mois. Et nous n'avons pas élu un démiurge ou un visionnaire, même s'il s'est fait passer pour tel. Non, mais c'est ça le sujet. C'est un président de la République, c'est pas un surhomme. Donc il ne lit pas dans les boules de cristal et il faut pas lui attendre de lui qu'il le fasse. Mais il faut aussi qu'il arrête avec cette ambiguïté du surhomme, du sur-cerveau et qu'il nous parle un peu à notre niveau, pardon de lui dire, et de le réclamer à notre niveau pour nous dire concrètement ce qui va se passer. Je reviens sur un point, par exemple, j'aimerais que le président de la République nous dise ce soir s'il compte revenir sur la fin des tarifs réglementés d'énergie qui
qui prennent fin au 1er juillet 2023 et qui concernent tous les Français. Voilà un sujet sur lequel moi j'attends une parole un peu présidentielle et un peu volontariste. Mais ça ne dépend pas ça. Oui. Non, il y a un autre sujet, à mon avis, qui contribue à faire que on brouille le message politique. C'est qu'aujourd'hui, le gouvernement est transparent. Tout passe par le président de la République. Et quand vous avez une seule voix, qui est la voix du monarque tout-puissant, les Français, et c'est normal, dans le système de la 5e, attendent d'avoir un cap, attendent d'avoir la direction et en fait qu'on sorte les problèmes. Et aujourd'hui, l'un des problèmes du président de la République, c'est qu'autour de lui, il a très peu de ministres qui existe. Si vous vous mettez en arrière, il y a 5 ans, sur son premier quinquennat, il y avait quand même un certain nombre de poids lourds ou qualifiés comme tels. On peut parler d'Édouard Philippe, on peut parler de Collomb, on peut parler de Nicolas Hulot. Il y avait des personnalités politiques qui étaient capables de prendre du champ, qui étaient capables de prendre du média, qui étaient capables de prendre une capacité à assumer politiquement. Qui est-ce qui reste dans son gouvernement? Le choix de Madame mais Gérald Darmanin qui joue pour lui, Dupond-Moretti qui était connu du fait de ses activités d'avocat avant, voilà, et Madame Borne qui a été choisie au détriment de Madame Vautrin parce que ça a été le choix d'Alexis Kohler, si on se dit les choses. On voulait quelqu'un qui ne fasse pas de vagues. Et aujourd'hui, il paye la surconcentration du pouvoir autour de l'Élysée. Alors, deux choses simplement. Je partage beaucoup de choses que vous avez dites. Deux choses. Premièrement, personne ne pouvait envisager quand même une période pareille. On n'a jamais eu ça. Je veux dire, moi je veux bien... Enfin, tous les présidents ont connu... Hollande a connu les attentats, on a quand même eu 2 ans quasi d'enfermement avec un virus mondial. On n'est pas les seuls d'ailleurs. Quand on voit la façon dont les autres pays réagissent, on s'en est pas si mal tiré. On a une guerre à nos portes qui est difficile. Donc c'est quand même une situation très inédite. Ensuite de ça, je suis totalement d'accord sur le personnel politique, mais il faut se dire une chose, c'est que ce sera de pire en pire. On aura vraiment des attachés parlementaires à l'extrême limite, qui n'ont pas un centime pour être sûr de ne pas avoir de contrôle ou de je ne sais pas quoi. Actuellement, on a Buzyn qui va être mis en examen, on a l'ancien Premier ministre qui va être qui est mis en examen. On a statut de témoin assisté. Pardon, témoin assisté. Pardon. Donc on a aujourd'hui une telle méfiance. Ils sont accusés enfin je veux dire ne pas avoir vu déjà qu'on puisse accuser Agnès Buzyn qui dit mais si j'ai alerté l'autre, non on n'a pas entendu. Est-ce que le président de la République doit croire forcément ce que dit la ministre de la Santé quand il s'agit de prendre des décisions très compliquées? Et je crois que le personnel politique, ça va être de pire en pire. Plus personne ne veut y aller. Je ne sais pas. C'est en tout cas... Pour l'instant, il y a beaucoup de candidats. Oui. Non mais Sophie, pour 2027, j'ai pas l'impression qu'on va manquer de candidats pour la présidentielle qui vient, si j'en crois les débats, y compris au sein de la majorité. Bon, oui. Non, mais c'est pas les meilleurs, en tout cas, pour l'instant, on manque pas de... Aujourd'hui, les ministres poids lourds... Oui, mais c'est assez relatif. Regardez ce qu'on disait de ce gouvernement il y a 5 ans. On disait pas qu'il y avait des poids lourds dans le gouvernement. On disait qu'il était incapable de gérer une crise. Oui, et on disait aussi de Hollande les amateurs, souvenez-vous. Voilà, donc ça a toujours été une critique assez quotidienne. Mais il faut reconnaître les choses. Effectivement, il y a un problème d'attractivité des mandats politiques aujourd'hui par rapport aux risques qu'encourent les élus. Oui, ça c'est sûr que les risques se sont considérablement accrus. Mais peut-être pour le bien de la démocratie aussi, d'une certaine manière. La démocratie est dans un état. On verra, on va en reparler dans un instant, mais on verra ce soir ce que va dire le président de la République. Hein, peut-être qu'il a été inspiré par le pape. Peut-être sera-t-il mystique. Voilà. Nicolas, vous, c'est un coup de gueule? Ou alors c'est un coup de cœur avec des guillemets, des gros guillemets par rapport à l'article de vos confrères dans Le Monde daté d'aujourd'hui hier sur la double page autour des révélations d'Agnès Buzyn. Alors des révélations là aussi avec des guillemets. D'abord c'est un article un peu étrange parce que Le Monde se serait procuré le journal qu'aurait écrit Agnès Buzyn après avoir quitté le ministère de la Santé. Journal qui est versé au dossier de la Cour de justice de la République devant laquelle elle est mise en examen pour mise en danger de l'autrui. Et ça n'est pas une interview, mais on comprend qu'ils ont rencontré Agnès Buzyn. Bon, bref, tout ça, c'est un système de défense. Ce qui est intéressant, c'est qu'Agnès Buzyn, manifestement, a décidé de ne pas réserver à la Cour de justice de la République, cet endroit un peu feutré, un peu dans l'entre-soi, une partie de ses déclarations, et qu'elle le fait avec ou dans la presse, en public, et que manifestement, elle n'a pas envie d'être l'unique lampiste du dossier du Covid. Et je trouve que les révélations qu'elle fait tapent assez fort. Alors chacun pourra pied. Moi, il y a une chose qui m'a marqué dans son récit, et je mets son récit entre guillemets, puisque ce serait un journal qu'on aurait retrouvé, donc ce ne sont pas des déclarations directes.
c'est l'épisode des municipales, où Agnès Buzyn raconte qu'elle a subi des pressions quasi quotidiennes, voire même du harcèlement, pour quitter son poste et remplacer Benjamin Griveaux au pied levé, qui était empêché par le scandale dont on se souvient ici, pour le remplacer à la course à la mairie de Paris. Et ce qui dénote dans son récit, c'est ce hiatus entre cette pression et ce harcèlement, et le fait qu'elle n'arrive pas, par exemple, à la même période, à voir le président de la République ou le Premier ministre pour leur parler, dit-elle, pour les alerter sur la pandémie. C'est sa version des faits. Mais ce qui est très troublant quand même, c'est d'imaginer un seul instant qu'à cette période-là, qui était une période où plus personne n'ignorait ce qui se passait à Wuhan et dans le monde, les plus hautes têtes de l'exécutif français avaient l'esprit complètement tourné vers l'objectif très politicien du premier tour des municipales, et peut-être pas sur d'autres sujets. Et ça, c'est plus que troublant. Et déjà, la réforme des retraites, parce que le premier Conseil des ministres exceptionnel, c'était sur le 49.3. C'était sur le 49.3 pour faire passer la réforme des retraites. On va en reparler dans un instant, ces petites pages de pub, 9h27 sur Sud Radio, et on se retrouve et on continue à parler de cette interview avec des guillemets d'Agnès Buzyn. Vous avez raison, assez étrange, avec tous ces SMS qui ont été retrouvés par Le Monde, travail d'investigation. À tout de suite. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous jusqu'à 10h, l'interview, enfin non, l'enquête faite par le journal Le Monde hier qui rapporte, qui s'est procuré, l'article commence ainsi, nous sommes procurés, le journal de bord Le Monde s'est procuré un journal rédigé par l'ex-ministre de la Santé, donc mise en danger mise en danger de la vie d'autrui, et donc où elle raconte qu'elle n'a pas été entendue, qu'elle a essayé d'alerter le président de la République, que toute personne ne la recevait. Et ce que vous disiez pendant la coupure, Nicolas Corato, c'est qu'elle dise la vérité ou pas, c'est un scandale d'État. Bah oui, c'est-à-dire que qu'elle mente, c'est un scandale d'État, et si elle dit la vérité, c'est aussi un scandale d'État. Oui, et ce débat qui devait avoir lieu devant les juges de la Cour de justice de la République, qui, je le rappelle, est une cour qui relie à la fois des juges professionnels et des hommes et des femmes politiques, des parlementaires, finalement dépasse dans les médias. Et aujourd'hui, pardon, mais moi je pense qu'il faut une réaction politique. Il faut qu'on nous explique. Enfin, on a de plus en plus besoin de savoir ce qui s'est réellement passé. Qu'une ancienne ministre de la Santé écrive quelque part dans un journal que Le Monde se serait procuré, qu'à un moment précis de l'épidémie, l'exécutif n'avait rien d'autre en tête que d'organiser les municipales et finalement, au-delà de toute autre priorité, oui, ça questionne. Et donc, si Agnès Buzyn dit la vérité, c'est un scandale. Si elle ne dit pas la vérité, ça l'est aussi. Non, mais où est le scandale pour l'instant? D'abord, on a Le Monde, double page dans Le Monde. Très bien, ok. Mais où est le scandale d'État précisément? Le scandale d'État, c'est qu'il y a quand même 150 000 morts dans cette épidémie. Mais attendez, qu'elle accuse le gouvernement de n'avoir rien fait, d'inaction totale. Elle accuse le gouvernement d'inaction. Elle accuse le président de la République. Elle accuserait dans son journal le président de la République et le Premier ministre de ne pas avoir pris en compte ces alertes répétées pendant plus de 2 mois et demi et d'avoir finalement... on a aussi le passage de Buzyn qui disait non, je vous dis que le virus s'arrêtera aux frontières. Oui, mais qui avait été coupé parce qu'elle précisait derrière, sauf s'il y avait des liens directs aériens entre Wuhan et Paris. Donc, non mais je ne dis pas ici que l'État est responsable de la mort de 150 000 personnes. Je dis que comme on cherche des responsabilités, y compris pénales dans cette affaire, puisque Madame Buzyn est mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui, ces déclarations avec des très gros guillemets dans Le Monde, encore une fois il faudrait sourcer, posent une question centrale qui est à la fois politique et juridique. Et je pense qu'à un moment, il faudrait que l'exécutif de l'époque puisse s'exprimer publiquement sur le sujet. Mais je trouve très 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 malsain, pardonnez-moi, oui il y a eu des morts, oui c'était épouvantable, il y en a eu dans ma famille, mais il ne me viendrait pas à l'esprit d'accuser, je crois franchement que les gens, on avait une incertitude totale, souvenez-vous, et que aussi bien au sommet de l'État. Sophie, à partir du moment où vous avez une ministre de la Santé qui dit on perd du temps, le pays n'est pas prêt, c'est ce qu'elle dit, elle raconte qu'elle a prévenu en disant à Emmanuel Macron, nous ne sommes pas prêts, ça va être la bérésina dans les hôpitaux, donc ça veut dire que le gouvernement n'a pas pris la mesure de ce qui était en train d'arriver. Sur les propos qui lui sont prêtés. Bien sur les propos qui lui sont prêtés, donc avec tous les guillemets et toutes les pincettes. On n'est pas sur la question de juger une erreur de choix. On n'est pas sur la question de juger de manière apocryphe 2 ans après, en sachant ce qu'on sait 2 ans après, les choix qui auraient dû être faits ou non faits. Sur les propos, moi, ce qui me choque dans ce qu'elle dit, ou ce qu'on lui fait dire, c'est que, globalement,
elle tire l'alerte sur quelque chose, on va prendre une vague, et elle prêche dans le désert parce que le Premier ministre et le Président n'en ont strictement rien à faire. Et c'est ça qui est grave. Non, mais de cet article du Monde. Et en fait, ce qui est grave, c'est pas les choix de gestion qui ont pu être faits. Ça relève du choix politique et de l'erreur politique. C'est le désintérêt. Le fait, en gros, c'est un jugement de valeur d'Agnès Buzyn sur le désintérêt. Oui, mais ce que dit Agnès Buzyn, c'est extrêmement grave. Elle accuse le président de la République, ou elle accuserait le président de la République et le Premier ministre, sur la période janvier, février, mars, alors que la Covid arrivait, d'avoir été mis au courant. C'est la question du sang contaminé. C'est d'avoir été mis au courant et d'avoir préféré gérer des questions municipales ou ne pas avoir souhaité s'occuper d'elles. Qu'est-ce que vous en savez? Elle ne savait pas, ne mettez pas les pieds à l'Élysée. Mais je vous dis ce que dit Le Monde en prêtant ses propos à Agnès Buzyn. Donc soit elle ment, et c'est extrêmement grave parce que c'est une mise en cause des deux plus importants personnages de l'État, soit ce qu'elle dit est vrai, et c'est extrêmement grave parce que ça démontre... Si elle ment, c'est pas un scandale d'État. Ça démontre... c'est un scandale d'État la concernant. Mais pas la concernant, elle était ministre en exercice, elle n'était pas gratte-papier dans un ministère. Numéro 3 ou 4 du gouvernement sur un des plus gros ministères. Mais c'est son problème. Si ce qu'elle dit est vrai, c'est un scandale d'État qui concerne les deux plus grosses personnalités politiques de l'époque. Moi, je ne sais pas où est la vérité ou pas là-dedans, mais les propos qui lui sont prêtés, quelle que soit l'optique dans laquelle on le prenne, sont extrêmement graves. Oui, Alexis. Oui, c'était ma chronique de ce matin, mais clairement, on sent là une stratégie de défense de la part d'Agnès Buzyn, et rien d'autre, et chacun y va de sa part de vérité. Olivier Véran a sorti son livre, Édouard Philippe se refuse tout commentaire puisque c'est dans les mains de la justice avec la Cour de justice de la République. On voit que les versions ne vont pas être concordantes en l'occurrence. Le problème, évidemment, c'est de savoir quelle responsabilité, avec quelle connaissance à l'époque de ce qu'était ce virus et l'arrivée sur le territoire français. Et pourquoi Emmanuel Macron, la veille quasiment du confinement, appelait les Français à aller au théâtre comme il le faisait avec Brigitte. Il y a eu quand même, encore une fois, là, du grand n'importe quoi, de l'improvisation systématique. Et on voyait bien que, du moins dans les paroles d'Agnès Buzyn, l'intérêt pratique du chef de l'État et du Premier ministre n'était pas du tout sur la santé, mais sur faire passer le plus rapidement possible la réforme des retraites avec un 49.3, déjà à l'époque, et l'échéance des municipales, tout simplement, donc de la politique de court terme, et certainement pas la santé des Français. Elle a des SMS, tout de même, visiblement, elle a tout gardé. Le 11 janvier, ça peut monter, relance le 25 janvier à votre disposition pour faire un point, pas de réponse. Le 27 janvier, cela peut tout de même être sévère. Oui, c'est bon, d'accord. Elle a prévenu. Non, mais cette phrase n'est pas intéressante. Ça peut tout de même être sévère, oui. L'épidémie de grippe aussi, là, en ce moment. Pardon, oui, mais elle prévient. Ça dépend si c'est un SMS parmi d'autres ou si c'est une série au milieu de 10, 15. Voilà. Et c'est surtout, ce qui est troublant dans ce récit, c'est encore une fois l'insistance des plus hautes personnes de l'exécutif, et pas que d'ailleurs, d'une grande partie de la majorité, pour qu'elle démissionne de son poste pour se présenter au municipal. C'est-à-dire que là, elle reçoit beaucoup de messages et beaucoup de SMS, alors que elle donne l'impression de parler dans le désert quand elle parle de la pandémie par ailleurs. C'est en tout cas très révélateur, peut-être, parce que c'est un faisceau d'indices, il va falloir voir les autres versions, mais c'est révélateur d'une ambiance au sein de l'exécutif qu'on comprend très compliquée. La situation, comme vous le dites, était inédite, mais il va falloir à un moment ou à un autre qu'on sache un peu ce qui s'est réellement passé à la tête de cet État. Et ben moi je le regrette. Non, mais parce que c'est quand même très psychologique comme attitude. Agnès Buzyn, que j'avais reçue à Éthique à ce moment-là, et qui est une femme qui rêvait de faire la politique, qui a une ambition vraiment très 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 forte, et qui disait, on sait jamais, et qui disait devant les chefs d'entreprise, que tout ça, c'est pas très grave, et que je lui avais dit, et alors la mairie de Paris? Elle dit, oh là là, et là c'est pas mon moment parce que je peux pas laisser quand même le ministère là, avec une espèce de regret. Je vous dis juste ce que tout le monde a entendu en public à ce moment-là. Donc je crois que elle-même d'ailleurs ne prenait pas apparemment en compte la sévérité de la situation sanitaire à ce moment-là. Et ensuite elle avait envie de faire la politique. Maintenant, est-ce qu'on l'a forcé? J'en sais rien. Sophie, je veux dire, vous l'avez vu une heure. Là, c'est un journal. Mais là, c'est un journal. Pourquoi est-ce que je croirais le monde plus que ce que j'ai vu? Non, mais c'est son journal à elle, et ce sont ses SMS. Elle apporte des preuves. A priori, mais ce sont des accusations graves qu'elle fait dans le journal. C'est surtout ça. C'est que vous n'accusez pas. S'il y a un journal qui effectivement est un témoignage, bon, très bien. Allez, on va passer à un autre sujet. Qu'on parle de la chasse qui est dans le viseur.
Facile, ça a dû être fait 100 fois. Ça m'est venu comme ça, j'avais pas préparé. Donc, plus de chasse le dimanche après-midi, taux d'alcoolémie mesuré. Je sais pas qui va aller mesurer le taux d'alcoolémie. Qu'est-ce qu'on va faire le dimanche après-midi? Voilà, vous vouliez le prendre en coup de gueule aussi. Ou en coup de cœur. Oui, ça vous fait rire, Alexis Poulain. Non, mais c'est terrible parce que on en est à débattre du fait qu'il ne faudrait pas chasser bourré. Oui. Oui, quand même, c'est une arme. Ce serait bien de la manipuler en étant sobre et d'avoir des garanties que c'est le cas. Et à chaque ouverture de la saison de la chasse, et je ne critique pas les chasseurs, mais il y a quand même systématiquement des accidents, des pratiques qui sont condamnables et toujours une cohabitation difficile entre les promeneurs et les chasseurs. Ouais, avec les trottinettes, on m'a dit. Oui, alors c'est vrai. Il y a 8 accidents mortels par an et 90 accidents. Donc, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça a baissé quand même au cours des 20 dernières années. Ça reste énorme. Mais ça reste beaucoup. Je me rappelle, l'an dernier, c'était un jeune dans son jardin. Il se baladait même pas, qui a été tué par un chasseur. Donc, il y a un problème. Je pense que la Fédération française de chasse en est tout à fait au courant. La question, c'est comment le résoudre. Et je pense que le partage du temps de nature, alors c'est Xavier Bertrand qui parle des usagers de la nature. C'est un terme étrange. Mais le partage du temps qu'on peut avoir dans la nature, soit parce qu'on veut en profiter pour aller aux champignons ou à la chasse, devrait justement... Oui, certains champignons tuent aussi, mais je pense que ce serait bien de pouvoir dire, voilà, vous savez que de telle heure à telle heure, tel jour, vous pouvez vous balader sans la crainte de vous prendre une balle perdue. Ça rassurerait beaucoup de parents, beaucoup de cyclistes, beaucoup de promeneurs, et ça n'empêcherait pas les chasseurs de pratiquer leur loisir le matin ou à d'autres horaires. Et je pense que c'est un vrai débat qu'on doit avoir, sans critiquer ou montrer du doigt les chasseurs, les promeneurs. Mais il y a un vrai problème. Le taux d'alcoolémie, ça, alors là, je suis à 100% pour. Bien sûr, mais comment tu veux après vérifier comme au volant. Comme au volant. Mais cela dit, comme au volant, pour le reste, je n'ai pas d'opinion précise. Parce que mon opinion, c'est simple, c'est de dire partageons le temps de nature. Oui. Vous êtes concerné je ne suis ni chasseur ni alcoolique. Non. Je précise sur le fond et sans plaisanter que je ne suis pas chasseur. Mais bon, il faut quand même relativiser les choses. Qu'on dise qu'un chasseur ne doit pas chasser bourré, l'IPM... on ne doit pas conduire bourré, d'accord, mais l'état d'ivresse manifeste sur la voie publique est quelque chose qui n'est pas autorisé. Que vous soyez chasseur, que vous soyez passant, si vous êtes pris sur une IPM, une ivresse publique manifeste, normalement vous êtes emmené en garde à vue pour dégrisement parce que c'est la responsabilité des policiers. Si vous avez un accident, que vous en causez un, c'est leur responsabilité pénale. Donc à la limite dire ça des chasseurs, c'est quelque chose qui est évident et qui tombe sous le sens. La deuxième chose, moi je n'aime pas la logique d'interdire ou de bashing ou de caricaturer par nature. Aujourd'hui, quand on parle des accidents de chasse, c'est une réalité, ça reste totalement marginal. Si on dit les choses, il y a plus d'accidents mortels sur la route avec du gros gibier que d'accidents de chasse chaque année. Donc il faut aussi mettre les choses en parallèle. On en est aujourd'hui à payer des fonctionnaires pour aller faire des abattages ciblés parce qu'on n'a plus suffisamment de chasseurs ou qu'on ne chasse pas suffisamment. Parce que sur des secteurs où il y a trop de gros gibier qui pullulent, que ce soit du sanglier, du chevreuil ou autre, on a des accidents, on a des cultures qui sont dévastées et comme ce rôle n'est plus tenu dans certains secteurs, dans certains territoires par les chasseurs, on en est à payer des lieutenants de louveterie. C'est-à-dire qu'on remplace quelque chose qui se faisait de manière associative et bénévole par une dépense publique de l'État. Alors après, qu'il faille l'encadrer, qu'il faille trouver les modes de cohabitation entre les uns et les autres. Ça, c'est une évidence. Mais la question du bashing permanent, de dire les chasseurs sont des alcooliques, les chasseurs tuent, ils tirent n'importe où. Tout à fait d'accord avec vous. C'est quelque chose que je trouve assez insupportable sur des gens qui effectuent une mission de service public et sur lesquels on tape parce que c'est bienvenu et que c'est à la mode depuis une demi-douzaine d'années. Ouais, absolument. Oui, peut-être rappeler que la libéralisation de la chasse est un acquis de la Révolution française. Ça n'est pas un droit constitutionnel au sens strict, mais c'est un acquis de la Révolution française, donc il faut aussi se remettre un peu dans notre histoire, ça veut dire quelque chose. D'autre part, c'est un loisir qui, pour beaucoup de chasseurs, est un loisir populaire, et je pense que quand on parle aussi de rapprocher les plusieurs France entre les territoires ruraux et les territoires urbains, cette question se pose, notamment sur le partage, mais le partage il va dans les deux sens, c'est-à-dire que il faut aussi que les populations rurales qui avaient l'habitude de chasser puissent continuer à chasser, même si les territoires changent et qu'il y a de plus en plus de
périurbains qui s'y sont installés et qui ont peut-être d'autres usages de la forêt. Mais il faut aussi reconnaître que historiquement, il y a un usage très ancré dans certaines régions autour de la chasse. Ça s'appelle chasser devant soi, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et puis peut-être finir par dire que cet épisode nous aura permis de faire connaissance avec Bérangère Couillard, qui est secrétaire d'État à l'écologie, qui donc a désormais une existence politique, et qui a déclaré que le président de la République n'était pas du tout opposé à l'idée d'interdire la chasse le dimanche après-midi. Ce qui revient au débat qu'on avait tout à l'heure, c'est que fait le président de la République. Je ne vois pas en quoi cette question relèverait du président de la République. Voilà. Et moi, je n'attends pas que le président de la République s'occupe de la chasse dans ce pays, même si c'est un sujet important. Il y a un gouvernement ça veut dire pour quoi ? Ça veut dire que les écolos aussi font une pression, les lobbies verts font... Mais on est dans un sujet complètement idéologique. Il s'agit effectivement de partager des espaces. Il y a une tradition très ancrée. Il y a un droit qui existe. Il faut respecter ce droit, cette tradition, et permettre aussi à tous les usagers, notamment des forêts, d'en profiter en toute sécurité. Mais effectivement, quand même, on a un milieu de la chasse qui est plutôt organisé dans ce pays, et je précise que je ne suis pas chasseur et que je n'en ai jamais été. Allez, petite pause, on se retrouve dans un instant, à tout de suite. Avec vous jusqu'à 10h. Alors, sujet un peu compliqué. Je voulais qu'on parle de ces affaires, de ces gens qui se sont fait justice eux-mêmes, ce père de famille qui a rattrapé l'agresseur présumé, je dis bien présumé puisqu'il nie de sa fille. Mais c'est peut-être plus, en discutant pendant la coupure pub, l'attitude des médias depuis l'affaire de la petite Lola, où on a l'impression d'être entre le commissariat et le tribunal à ciel ouvert. Hier, j'entendais sur une chaîne d'infos, on parlait du casier judiciaire de l'agresseur, de l'assassin présumé de la petite Lola, en disant qu'il y avait eu une main courante. Une main courante, c'est pas un casier judiciaire. Et on donne des détails absolument sordides sur pratiquement tous les plateaux de télévision. Il y avait un policier l'autre jour qui expliquait que ça gênait aussi l'enquête. Les faits divers passionnent. C'est sûr que il y a beaucoup de choses qui intéressent, de complexité, de comprendre pourquoi, mais il y a quand même une indécence. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alexis ? Moi, je trouve qu'on vit un moment d'une rare obscénité médiatique, en l'occurrence, puisque on parle de drames terribles qui touchent des familles et on en fait des sujets de société par les médias. Les politiques ensuite rentrent dans la brèche et c'est leur travail après d'en parler, puisqu'il y a un vrai sujet de fond sur la sécurité, évidemment, sur la justice et sur la façon dont la société devient de plus en plus violente d'une certaine façon. Mais de voir qu'il y a le zoom mis sur ces affaires hideuses, l'assassinat terrible de Lola, ensuite cette affaire de pédocriminalité avec un père qui se fait justice, et qu'on essaye ensuite d'avoir un débat sur faut-il finalement se faire justice soi-même, faut-il rétablir la peine de mort pour des crimes honteux comme cela. Enfin, faut rappeler à chaque fois qu'il y a un état de droit. On comprend bien sûr la douleur des parents. On comprend qu'un père puisse péter un câble et vouloir se faire justice. C'est malheureusement naturel. Maintenant, de là à l'instrumentaliser comme le font les médias, justement, ces chaînes d'infos en continu, pour en faire un faux débat de société, puisque la loi, le cadre de la loi, il existe et il est encadré, et heureusement qu'on ne se fait pas justice soi-même dans notre société, sinon ce serait assez terrible. Éric Dupond-Moretti parlait d'un retour au Moyen-Âge. C'est la loi du talion. C'est la loi du talion, et c'est voulu parce que derrière... Il fait des plaidoiries à longueur de journée. Mais Moretti, quand il était avocat, a utilisé de toute façon les émotions dans ses plaidoiries, donc il est aussi responsable de cette dérive. C'est pas un retour au Moyen-Âge, c'est simplement l'hystérisation permanente du débat qui nous amène à hystériser tout, y compris des sujets extrêmement graves où on devrait avoir de la retenue, de la sobriété. On parlait de plan de sobriété énergétique, il faudrait peut-être un plan de sobriété médiatique sur ce genre d'affaires. Et vous avez d'autant plus raison que déjà il y a effectivement cette indécence médiatique, mais comme il y a les réseaux sociaux ils n'inventent pas les choses, ils reprennent ce que dit la presse, et ça s'amplifie, la presse court après. Tous les sujets sont... D'ailleurs, vous prenez un journal le matin,
c'est insupportable d'abord de pessimisme, de racolage, de désir d'inquiéter, de faire peur. Il y a des gens d'ailleurs qui disent de plus en plus, moi je regarde plus jamais les chaînes d'info, on est voilà. Et vous disiez tout à l'heure, Valérie, c'est très juste que on parle plus d'essence, mais il y en a pas, mais on n'en parle plus tout d'un coup. Donc oui, d'un seul coup on en parle plus. D'un seul coup on en parle plus. Oui, c'est pas plus mal. Ça m'inquiète moins. On n'en trouve pas. Mais là on a. Moi, non mais on parle plus des syndicats, on parle plus du. C'est impressionnant. C'est impressionnant, mais on peut pas non plus garder tous les sujets à ce niveau-là pendant un temps fou. Il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Et là, effectivement, je vois l'inquiétant tribunal populaire à Nantes, où là, les gens ont mené l'enquête. Oui, c'est ça. Comme à la télé. On a le père qui tabasse l'ado, qui suspecte d'avoir agacé sa fille. Bon, alors cela dit, c'est terrible, etc. Mais c'est arrivé dans toute la littérature du père qui allait venger sa fille. Oui, non, mais moi, je pense que là, ce qu'on fait, c'est un peu le procès des médias. On est désolé parce qu'on est là, et on est ravis de l'être parce que c'est justement un moment où on dit la vérité, on garde des mesures. Mais c'est vrai que on peut s'inquiéter considérablement de la dérive médiatique. Oui, et en politique aussi. Jean-Philippe Dugoin-Clément. La compassion, l'état de droit, le sordide. La compassion, on ne peut que compatir, que comprendre d'une certaine manière un père, une mère qui a un enfant ou un proche qui est agressé, qui est violé, qui est massacré, de vouloir se faire justice, de vouloir tuer la personne qui est en face. C'est pas bien, mais c'est humain. Et ça, on ne peut que le comprendre. On ne peut pas ne pas avoir ce phénomène de transposition. Ça pose la question de l'état de droit. L'état de droit, c'est accepter collectivement que la seule violence légitime, c'est pas nous individuellement, c'est l'État qui l'exerce à la place des individus. Et aujourd'hui, ce que ce sordide remet en cause, c'est l'État de droit. On a une indécence médiatique et politique. Oui. Et politique. Parce que généralement, on est quand même sur deux choses qui vont de pair. Oui, c'est qui a créé l'autre. Qui a créé l'autre. Qui sont en train d'exploiter des situations absolument dramatiques pour des familles. Des cas de vengeance individuelle, il y en a toujours eu. Si on remonte 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans en arrière, il y en a toujours eu. C'est pas bien, on peut le comprendre, mais voilà. Mais on a aujourd'hui une utilisation là-dessus, sur des médias pour vendre, sur des journalistes ou des animateurs en mal de reconnaissance pour faire parler d'eux, sur des politiques qui pensent qu'ils vont gagner 1 ou 2 points dans les sondages ou qui vont gagner quelques parlementaires s'il y a une dissolution dans les mois qui viennent. Je trouve qu'il y a une indécence totale. Et sur des sujets comme ça, où on parle en fait de choses totalement dramatiques, enfin, on exploite la mort d'une petite fille, on exploite le viol d'une petite fille, qui pour vendre des journaux, qui pour espérer faire un meilleur résultat des élections. Je trouve ça, quels que soient les bords politiques, mais absolument nauséabond. Je discutais avec un gendarme, avec un policier qui me racontait qu'ils avaient connu des affaires tout aussi terribles et qui n'avaient pas fait la une de l'actualité, pour lesquelles eux avaient été très marqués. Il y a plusieurs sujets à travers malheureusement. Il y a une forme, vous le dénoncez tous, il y a une forme d'instrumentalisation médiatique et politique de ces affaires qui sont des affaires dramatiques, sordides, douloureuses pour les familles. Mais c'est compliqué de parler de manière modérée dans ces ambiances-là. D'essayer d'avoir un langage normal, d'expliquer comment fonctionnent les choses. Par exemple, de dire que oui, les agressions sexuelles, aujourd'hui, c'est un vrai fléau dans ce pays, mais qu'elles sont à très grande majorité intrafamiliales. Est-ce que des fois, la responsabilité, c'est pas de modérer la parole, justement. Il faut peut-être redire quelles sont les réalités. Et puis peut-être de dire que, moi je suis frappé que ce soit les mêmes qui nous serinent depuis des mois, voire des années, sur notre civilisation qui serait en danger, et qui disent eux-mêmes qu'il faut en finir avec l'état de droit, avec la présomption d'innocence, avec le procès équitable. C'est-à-dire que la civilisation dans laquelle nous vivons, ce qui la distingue de la barbarie, c'est justement l'état de droit. C'est justement le processus démocratique. C'est justement le fait que chaque personne a droit à un avocat lorsqu'elle est accusée d'un fait, quel qu'il soit. Mais ça, personne ne remet ça en cause. Bien sûr que si. Ah bah écoutez, je vous renvoie à certaines déclarations de certains animateurs sur certaines chaînes de télé. Et que, effectivement, un procès équitable et un procès qui dure, ça fait partie de notre civilisation. Oui, notre civilisation, c'est ça aussi. Alors on peut décider demain qu'on n'en veut plus de tout ça, qu'il faut aller beaucoup plus vite, qu'il faut être beaucoup plus immédiatement sévère.
clair. Oui, ça s'appelle, on peut appliquer la charia. La loi du talion, ça existe dans certains pays, parce que ça s'appelle la charia. Moi, j'ai pas de problème à ce moment-là, mais qu'on soit cohérent avec ce qu'on dit, y compris politiquement. On peut pas dire que notre civilisation est en danger, et en même temps, en saper les bases dès qu'on peut, et dès qu'on en a l'opportunité, bassement médiatique, bassement politicienne. Alors, l'état de droit, vous avez, je partage évidemment ce que vous dites, sauf que il y a un problème majeur en France, c'est la lenteur de la justice. Oui, et bien sûr. Et ça provoque des réactions épouvantables. Vous ne pouvez pas juger des gens 6 ans après ou 7 ans après, en les ayant laissés en poste, éventuellement dans les médias d'ailleurs. Et c'est pas tout supportable. Comme il y a un problème avec l'accompagnement des victimes, sur lequel il faut qu'on travaille, qui explique aussi peut-être pourquoi certaines victimes en viennent aux mains ou en viennent à des excipients, comme on l'a vu avec ce père de famille, qui dit d'ailleurs, ce qui l'a choqué, c'est de ne pas voir une seule patrouille de police. Oui, ils ont attendu, ils ont attendu 20 minutes avant que la police arrive. Non, mais ça dit quelque chose de l'accompagnement ou du non-accompagnement des victimes. On a du travail à faire. On a une exigence épouvantable. Non, on n'a pas une exigence épouvantable. Quand vous appelez la police aujourd'hui, on vous répond on n'a qu'une voiture pour 5 communes. Je ne pensais pas à vous que je vais le dire, Jean-Philippe Dugoin-Clément. Il y a du travail à faire, mais c'est pas pour ça qu'il faut remettre en cause les principes. Les moyens de la police ou de la gendarmerie, on peut en parler, c'est un autre débat. Il y a quand même... Il y a des personnes qui font un boulot absolument extraordinaire, extraordinaire, qui bossent de manière absolument remarquable, avec des moyens qui sont tendanciellement en baisse depuis des années. C'est pas propre à ce gouvernement, ça fait des années que ça dure. Dès qu'il faut quelque chose, on tombe dessus. La réalité, il y a quand même un travail absolument exceptionnel qui est fait par les forces de l'ordre et voilà qui sont condamnés d'ailleurs tous les 2 jours dans la presse et assez souvent on tape dessus, on les met en question, on les met en cause. Voilà, c'est faire attention. Et puis la lenteur de la justice, j'insiste, ça provoque une animosité, ça provoque le désir de faire l'enquête soi-même. On remet en liberté, en attente du jugement parfois des gens qui ne devraient pas y être. Merci à tous les 4 et puis on se retrouve nous dans un tout petit instant avec Francis Perrin. À tout de suite.